Le roi des Belges, Philippe, et la reine Mathilde atterrissent dans quelques heures à l'aéroport international d'Indili pour une visite de 7 jours au Congo-Kinshasa, une première. Depuis qu'il a été couronné en 2013, il a souhaité 2020, mais à cause de Covid-19, le voyage a été reporté à des reprises. Il arrive aujourd'hui. Quel bénéfice de cette visite du couple royal au Congo? Avec nous sur ce plateau, Israël Bouen. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Monsieur Crispin. Vous êtes chercheur indépendant, je l'ai annoncé au début de cette matinale. Ouais. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette visite royale? Il y a des polémiques, il y a eu mobilisation des états-majors, notamment les MES et l'IDPS. L'opinion a réagi vivement ce matin à travers certains tweets. Qu'est-ce que ça représente pour vous qu'un roi de Belge vienne au Congo? D'abord, merci de m'avoir associé à ces grands débats, à cet échange sur une question aussi cruciale, si pas, il faut dire, importante. Vous savez que nous, avec la Belgique, nous avons, si vous voulez, des relations de nombril, des relations qui datent de très très longtemps. Et vous savez que c'est la Belgique qui fut notre entité colonisatrice. Donc c'est par la Belgique que le Congo a connu, si vous voulez, l'œuvre salvatrice de la colonisation, avec tout ce que nous connaissons. Et si il faut parler par rapport à ce sujet qui est si crucial, le roi belge arrive au Congo dans une période, on va dire, si déterminante. L'année prochaine, ça sera le cycle, ça sera les élections. Mais moi, je voudrais quand même aborder cette question avec beaucoup, je dirais avec beaucoup de pincettes, même si j'ouvrirai certaines brèches à un moment. Je pense que le résultat que nous avons aujourd'hui, le fait que le roi belge arrive avec sa femme, avec une forte délégation, une délégation très importante, avec des séjours très prolongés, s'inscrit, à mon avis, à cette lecture diplomatique. Donc c'est que le chef de l'État a ouvert le pays dans un cloisonnement diplomatique dans lequel s'est trouvé. Nous étions, il faut dire comme ça, nous étions confinés. Et le pays était en fait, on va dire enclavé. Le pays n'était pas ouvert sur le chiquet international. En fait, l'avènement du chef de l'État a permis que ces volets diplomatiques, cette question d'ouverture, a fait en sorte que le roi belge arrive dans un moment très, on va dire, très historique, parce que vous savez que depuis un moment, il se passe des soucis entre nous et la Belgique. Vous savez, je ne reviendrai pas ici sur le contentieux belgo-congolais qui a fait l'objet de plusieurs d'ailleurs débats et des soucis qui jusque-là suscitent encore des réactions. Mais je retiens de la visite du roi belge d'un souci de la réconciliation historique entre les deux peuples. Donc, je prétends par ici que le roi belge s'inscrit dans une nouvelle dynamique qui consiste, bien entendu, d'une part, à reconnaître les méfaits de la colonisation, parce qu'il y a un grand débat comme ça, que beaucoup de courants intellectuels belges ne reconnaissaient pas les méfaits de la colonisation. Vous le savez très bien, nous l'avons dit l'autre fois ici, que le roi Léopold II, pour atteindre ses fins, il a pour l'exploitation des caoutchoucs, bien entendu, il a coupé les mains aux Congolais, précisément ceux qui habitaient à partir de l'Équateur. C'est un grand débat. Et cette vérité ne semble pas passer dans une frange de l'opinion belge. Alors, il arrive dans une période où il veut réconcilier les deux peuples à travers une nouvelle page de l'histoire. Alors, je crois que politiquement, cet acte s'inscrit dans le bilan de chef de l'État qui, bien entendu, fait rayonner le pays sur la scène internationale et, bien entendu, permettre à ce que nous puissions justement... Mais il n'y a pas si longtemps, le pays a connu un autre roi qui est venu visiter, c'était le roi Albert II en 2010. Et depuis, il est parti, ça fait 12 ans. Qu'est-ce qui a changé par rapport à sa venue? Mais il faut savoir aussi, parce que nous parlons politique sous cette question, les relations entre le Congo et la Belgique étaient très tumultueuses, s'il faut dire ça comme ça. D'un côté, la Belgique s'est réclamée paternaliste, et on a vu Joseph Kabila à une époque bien déterminée qui ne voulait pas de ces paternalismes, et c'est ce qui a fait que les relations... Mais est-ce que ça n'était pas justifié? Est-ce qu'on doit continuer à faire des courbettes après 60 ans devant ces Belges? Qu'est-ce que le Congo doit à la Belgique pour continuer à faire des courbettes? Il faut peut-être couper la poire en deux sur la question, parce que, à mon avis, vous savez que dans l'espace international, dans les relations internationales, après que l'Afrique ait connu, si vous voulez, la colonisation, les États sont régis par les relations, ainsi de suite. Mais il se passe aussi ce qu'on appelle les zones d'influence. Il ne faut pas oublier. Lorsque le Congo a un dossier sur la scène internationale, la voix de la Belgique comme étant notre entité colonisatrice, ça porte énormément
énormément. Alors, s'il faut parler de cette façon-là, je pense qu'il faille à un moment donné relativiser du fait qu'on ne doit pas continuer à tirer les draps, vous êtes le paternaliste, vous êtes le colonisateur avec tout le méfait qu'il y a. Et oui, à un moment donné, mais il faut aussi regarder les choses d'un autre volet, dans le sens où on peut construire maintenant une nouvelle coopération basée sur, si vous voulez, les attentes, le résultat entre les États. Jamais sincère. Hein, mais je crois que toutes ces coopérations, ouais. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, le Congo en ce moment est attaqué au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Belgique n'a pas pris parole pour défendre les Congo, alors que c'est nous aujourd'hui qui sommes victimes. Hein. Je pense que dans ce qui se passe actuellement, par rapport à la question de l'insécurité à l'Est, je crois que l'opportunité est donc le chef de l'État ou avec toute sa machine doivent réfléchir pour mettre en place une stratégie diplomatique à la réponse de cette question. Je vois, il a déjà entamé les consultations dans la sous-région. Je crois que la voix de la Belgique, en tant que notre entité colonisatrice, la Belgique peut porter la voix. Parce que vous savez, dans le mais c'est qu'elle ne fait jamais. Mais il faut le pousser. Mais entre les États, ce sont des intérêts qui priment. Comment est-ce qu'on peut arriver justement à avoir l'avis de la Belgique si on ne met pas en place des outils qui permettraient à ce que notre diplomatie ou notre relation soit rentable entre les États. Mais je constate avec satisfaction. Il faut dire ça comme ça, que le Belge, soit le roi belge avec son équipe, veut vraiment s'engager dans une nouvelle dynamique d'une coopération qui sera gagnant-gagnant. Maintenant, la plus grande question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous-mêmes, nous sommes sur le point de mettre en place des éléments, les mécanismes qui permettra à ce que nous puissions tirer l'épingle du jeu. Parce que j'apprends qu'il va faire plus ou moins 7 jours, c'est beaucoup. Et il vient avec le Premier ministre, il vient avec beaucoup de ministres, une grande délégation. Donc, il est important pour nous de saisir cette opportunité pour voir comment relancer la coopération dans le secteur prioritaire, dans le secteur clé. Moi, je parle par exemple ici de l'éducation. C'est un secteur par lequel le Belge peut jouer un rôle important, même pourquoi pas la défense. Il y a des éléments comme ça, on peut commencer à voir comment on peut articuler la coopération. Et bien entendu, il y a beaucoup de questions. Il faut qu'on se les dise. Il faut construire, si vous voulez, la grammaire par rapport à l'actualité internationale, par rapport à la crise à l'Est. Il faut construire une grammaire, une communication, parce que le ministre de la Communication parle de narratif. Moi, je parle de la grammaire. Il faut construire une grammaire sur la crise à l'Est, une grammaire bien entendu communicationnelle, parce que vous le savez très bien, lorsque, excusez-moi de faire peut-être cette digression par rapport à la crise. Donc, vous voyez que le Rwanda, il vend son image à travers la grammaire de la Shoah, donc le génocide rwandais. Il faut que nous construisions, bien entendu, une grammaire sur la crise. Et je crois que nous pouvons travailler en collaboration avec la Belgique pour jouer ce rôle-là, parce que les puissants ne s'entendent qu'entre eux dans le terme de puissance. Alors, vous l'avez dit à l'entame, hein, le roi Léopold II de l'époque a amputé nos parents, nos grands-parents, les mains, et certains ont été décapités. Il y a eu beaucoup de morts. Le roi Philippe a reconnu qu'il y a eu des erreurs pendant cette période. Est-ce que c'est le début d'une réparation? Et si réparation il y a, elle doit être de quelle nature? Pour ne fût-ce que, c'est vrai, on ne va pas revenir ces gens à la vie, pour ne fût-ce que penser nos plaies qui sont encore fraîches jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Écoute, moi je crois que nous sommes sur un pas très important. On arrive déjà à un volet sur lequel le roi belge, il reconnaît qu'il y a eu dommage. Alors, réparation, bien entendu, déjà dans sa portée, si pas dans son volet symbolique, qui déjà, à mon avis, joue un rôle important. Même si on nous apprend qu'il y a le tribunal qui s'occupe de la question, entre autres pouvoirs, comment indemniser. Parce qu'il faut dire, dans cette histoire, il y a beaucoup à se dire. Hein, il y a beaucoup à se dire. Mais moi, je crois que déjà sous le plan, parce qu'on parle de réparation, il y a un mécanisme qui a été déclenché. J'aurais appris que, vous savez que Tervuren, le plus grand musée de la Belgique, est constitué quasiment des œuvres d'art congolais. Alors, volées pendant cette période-là. Alors,
il se passe à ce moment, il va d'ailleurs poser un geste symbolique, il va remettre un masque. Je crois que ceci fait déjà partie de la nouvelle rédaction de l'histoire entre la Belgique et la République démocratique du Congo qui commence à s'écrire. Mais de toute façon, on est censé maintenant, nous de la nouvelle génération, à regarder dans une autre direction. C'est vrai qu'on ne peut pas effacer l'histoire parce que on dit celui qui veut se projeter loin doit savoir regarder en arrière parce que l'histoire sert bien entendu à tirer des leçons. Moi, je crois qu'au lieu de s'apaisantir, au lieu de s'attarder, bien entendu, sur des réparations, moi, je crois qu'il faut construire maintenant un autre type de partenariat qui pourrait, bien entendu, profiter aux deux États. Lumumba, en 60, il disait déjà, Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, mais ça n'a pas été le cas parce que vous savez ce qui s'est passé après 60, les années qui ont suivi. Est-ce que 70 ans après notre indépendance, nous continuons à souffrir de ces complexes d'infériorité par rapport à la Belgique? Est-ce qu'il y a un dialogue franc, gagnant-gagnant, 50-50, tel que Lumumba l'avait bien voulu? Parce que lui, il était un peu comme un prophète, il anticipait des choses, il voyait un Congo grand, un Congo qui s'impose, un Congo qui s'affirme, un Congo qui fait entendre sa voix. Est-ce que 70 ans après, les rois belges est venu, j'ai vu des communiqués des états-majors, des partis politiques comme LC, IDPS, qui mobilisent pour aller accueillir les rois, alors que l'ambassadeur de la Belgique n'a pas fait un seul communiqué pour que les ressortissants belges aillent ne fût-ce que s'aligner. Est-ce qu'on n'est pas encore un peu en deçà de ce que pensait Lumumba? Bon, écoute-moi, je dois éviter d'aller sur ces terrains politiques, mais il faut laisser les politiciens faire leur chou gras. Mais je crois qu'au-delà de cet artifice politique, de tout ce qui se passe là, il faut réfléchir froidement. La coopération avec la Belgique, elle est importante, mais elle doit se faire comment? C'est là où je suis en train de dire il faille qu'à tout prix, le ministre des Affaires étrangères, avec le président de la République, bien entendu, puisse définir une stratégie diplomatique bien claire sur des questions. On peut être précis, notamment dans le domaine de la sécurité, je l'ai dit, dans le domaine de l'éducation. Vous savez que nous avons hérité du système éducatif belge, mais la Belgique elle-même a fait subir à son pays plus de 40, 50 réformes comme ça. Alors il faut que nous nous inscrivons dans la logique de travailler sur voir comment est-ce que ces partenariats peuvent être tournés, peuvent être orientés vers le capital humain pour, bien entendu, privilégier le conscient, si pas l'émergence intellectuelle des Congolais, mais pourquoi pas de la défense? Mais si vous parlez des États gagnant-gagnant, la coopération gagnant-gagnant entre les États, bon, je ne dirais pas que c'est chimérique parce que entre les États, ça diffère des États, entre les États puissants. Lorsqu'ils traitent entre eux, c'est un autre langage quand ils traitent avec des États faibles comme le nôtre. Mais il faut dire, l'État bébé, comme l'appelait le professeur Émile Bongeli, il faut que nous commençons, bien entendu, à construire un État. Et lorsque nous construisons un État avec tous les attributs qui vont avec, les attributs de souveraineté, bien entendu, et l'économie, la santé, l'éducation, et tout ça nous permettra de se placer dans le orbite de la stabilité. Et à ces moments-là, on peut arriver, bien entendu, à réclamer une coopération gagnant-gagnant, mais tant soit peu. Moi, je crois que déjà sous ces schémas ici, maintenant, on peut commencer à baliser. On peut baliser. J'aurais appris qu'il y a une grande délégation qui avait précédé même la visite. Il y a une grande délégation des investisseurs belges. Cette nouvelle dimension, elle est importante parce que ça peut nous faire basculer vers... Je vais vous lire cette question et cette réponse donnée par les VPM Lutundula. C'était lors du point de presse co-animé avec les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. C'était hier à la chaîne nationale. Question au VPM Lutundula. Combien d'investisseurs belges dans la suite du roi Philippe? Réponse: je ne sais pas et je n'ai pas l'intention de savoir parce que ce n'est pas un voyage gouvernemental. Mais rassurez-vous, les investisseurs viennent dans un cadre bien précis et le gouvernement s'attelle à créer un cadre approprié. Est-ce qu'on n'est pas toujours là dans la théorie tout simplement? Je l'ai dit à peu près ici. Donc, moi, je suivis le DG de l'Agence nationale de la promotion des investissements qui a tenu des travaux avec des entités économiques belges, donc des opérateurs économiques là-bas en Belgique. Ça fait partie également des choses de la lancée. Mais dire clairement comme ça, lorsqu'il viendrait, le roi vient avec, est-ce qu'il y aura des investisseurs? Moi, je crois que déjà,
Il faut faire la différence sur le travail qui s'est fait maintenant en termes d'image. Il faut dire que le Congo avait une très mauvaise image au niveau de la Belgique. Et c'est Clément, si on le dit que c'est la corruption. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on a perdu lorsqu'on avait cette mauvaise image de la Belgique? Et qu'est-ce que nous avons gagné en ayant cette bonne image? Mais les investisseurs ne viennent pas dans un environnement où il y a des conflits, dans un environnement instable, où on dit qu'il y a la corruption, il y a l'instabilité politique. Il faut remettre à la surface les cadres qui sera propice aux investissements. Et je crois que maintenant, l'opinion sceptique de la Belgique, des opérateurs économiques, qui étaient sceptiques par un moment par rapport à la RDC, ils commencent à se refaire un peu d'une nouvelle opinion. Et cette nouvelle approche permettrait à ceux que dans le jour qui viennent, qu'ils viennent à investir. Parce que, monsieur Crispin, vous devez le savoir que l'État, un pays ou une nation, fonctionne exactement comme la santé d'un être humain, comme le corps humain. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on vous pique la seringue que vous aurez le résultat. Ce n'est pas aujourd'hui que quand vous relancez la coopération que vous aurez des dividendes. Et c'est pour terminer, vous pensez qu'après les passages du roi Philippe, ils viendront maintenant en masse? Je ne suis pas en train de dire qu'ils viendront en masse, mais cela joue énormément parce que les déplacements du roi belge, il ne faut pas prendre ça comme n'importe quoi. Le roi, il est le symbole de la Belgique. Quand il se déplace, c'est que l'opinion belge est derrière cette démarche. On apprend qu'il va visiter, il sera aussi à Bukavu pour visiter le centre de Dr Mukwege. Donc vous voyez que nous voulons réellement écrire une nouvelle histoire avec la Belgique basée sur de nouvelles approches. C'est tout à fait important de regarder les choses de cette manière-là. Mais il faut dire aussi, moi j'insiste chez nous, nous devons mettre le sérieux dans l'organisation dans l'articulation, si vous voulez, de notre logiciel des affaires étrangères pour que nous puissions tirer les dividendes nécessaires par rapport à cette démarche. Nous devons nous organiser pour tirer cette dividende, c'est votre dernier mot. Israël, Hugues Bouen, vous êtes chercheur indépendant. Merci d'avoir été là pour votre point de vue. Qu'est-ce que le Congo gagne avec cette visite du couple royal belge? Vous l'avez suivi. Merci. C'est à moi de vous remercier. Merci en tout cas pour l'occasion. À la prochaine. Et nous prenons notre deuxième invité. Réalisation. Tata, venez. Les défis qui se dressent devant nous ne sont certes pas le moindre, mais ils ne peuvent infléchir ma foi en un avenir radieux pour mon pays. En dépit de nos différences d'opinion politique et de notre diversité ethnique, nous avons plutôt fait un ferment sans pareil de l'unité nationale. Ensemble, nous avons réunifié notre pays, hier divisé, et instauré la démocratie en organisant en 2006 les premières élections pluralistes véritablement libres, la paix, la stabilité politique et économique qui règne sur le territoire national, fruit du dur labeur et des